Bonjour, c'est Camille Le Tertre, à nouveau, qui squatte le podcast de Guillaume Deville pour continuer cette série sur les sciences humaines et sociales. Voici donc un nouvel épisode de l'Evidence-Based Podcast pour l'agence EBP, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Galliot. Frédéric, bienvenue. Ben, merci, bonjour Camille. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et puis merci à Guillaume d'avoir initié ce type d'émission pour faire connaître toute l'étendue des domaines que les kinés peuvent être amenés à aborder. Et je trouve que pour les médecins prescripteurs notamment, c'est intéressant aussi, quoi. Donc merci à tous les deux. Merci. Euh, Nous, Frédéric, ça faisait un moment qu'on était en contact sur les réseaux sociaux et Ouais, on se suivait un peu timidement avec des petits likes et des commentaires sympas. Et ouais, ouais, en début d'année, là, tu m'as proposé qu'on se voit quand tu étais de passage à Londres. Et donc, je me suis exactement. empressée, moi, d'accepter. Ouais. Et donc, c'est là qu'on a commencé à découvrir qu'on avait en fait pas mal de centres d'intérêt communs. Mhm. Donc, c'est une chance de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, je Euh, suis très, très, très contente de passer de passer du virtuel au réel. euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Mais oui, avec plaisir. Ben donc, je suis française exilée en Belgique. Donc, ça fait 15 ans que je vis à Bruxelles. Et ça fait 10 ans que j'y travaille comme kinésithérapeute. Euh, je dirais, avant la reprise d'études de kiné, j'ai eu une carrière de danseuse un peu plus de 15 ans. À la fin de laquelle, à l'âge de 37 ans, un peu fatiguée physiquement, j'ai décidé donc de me reconvertir assez logiquement dans quelque chose qui avait rapport avec le soin du corps, justement. Hmm. Et donc, j'ai repris des études en 2010, des études qui ont duré 4 ans, c'est 4 ans en Belgique et 5 ans pour la partie néerlandophone. Et donc, je suis sortie des études en 2014 âgée de 40 ans. Donc, j'ai démarré un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. Je savais pas vraiment sous quelle forme j'allais exercer le métier, mais j'avais une idée quand même assez précise, par contre, de ce que j'avais envie d'y injecter du fait de mon parcours initial en tant que danseuse et aussi parce qu'avant j'avais commencé et pratiqué très très jeune le sport, le judo, la gymnastique et l'athlétisme et tout ça ça m'a donné une physicalité, en tout cas un rapport, une implication du corps très forte très jeune qui m'a donné, j'imagine en tout cas des habiletés motrices, sensorielle et même une sensibilité par rapport au corps. Donc c'est assez naturellement que j'ai choisi la kinésithérapie parce elle englobe à la fois le toucher, le mouvement et donc le corps reste le dénominateur commun là-dedans. Et puis j'ai eu vraiment, là je tiens à le dire par rapport au choix de l'article, et on comprendra peut-être mieux pourquoi j'ai choisi, c'est que dans mes études de danseuse, en dehors des cours techniques de danse, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, d'avoir des cours de biologie, de biomécanique, d'analyse fonctionnelle du mouvement, et aussi des cours théoriques de philo, anthroposociaux, Hmm. bon, d'histoire de l'art, de la danse, de rythme et de musique. Et puis, le fait qu'on ait eu tous ces cours-là ensemble, ça a amené une forme d'intrication assez complexe, mais qui nous poussait finalement à réfléchir, à faire des liens entre ces domaines-là pour nous mettre en lien aussi avec la grande histoire, avec un grand H et notre petite histoire. Donc, ça permettait déjà d'être un pied dans la recherche et un pied dans l'interprétation et la créativité. Donc, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie dans les bouquins. Et assez jeune aussi, parce qu'avant ça, j'ai passé un bac, je sais pas si ça existe encore en France, les bacs A, donc un bac art plastique, histoire de l'art, philo et lettres. Donc tout ça mis bout à bout, je pense que ça contribue aussi d'une certaine manière au choix implicite que j'ai fait plus tard et dans mes formations jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je suis spécialisée en kinésithérapie dans l'accompagnement de la douleur chronique. Aussi dans la prévention, surtout la prévention hein, des blessures chez le danseur, chez le sportif. Et puis depuis cette année, je suis associée à l'agence belge des risques professionnels pour l'accompagnement des personnes vivant à burn-out, surtout les soignants. Et à ce titre, en juin, j'ai terminé un DIU à la faculté Paris-Saclay sur le site de l'hôpital Kremlin-Bicêtre en pratique psychocorporelle en santé, avec l'implémentation de la santé intégrative. Et donc, j'ai fait un mémoire sur la conscience corporelle, justement, des soignants,
avec comme gageur le fait que ça pourrait les aider à habiter leur corps avant d'habiter le soin, pour peut-être mieux rentrer en relation avec l'autre sans être ni être envahi, dans un sens de prévenir le burn-out aussi. Donc voilà. Et là, depuis janvier, au cabinet, j'ai accueilli une psychologue. Donc on travaille indépendamment. Et puis là, on commence à travailler ensemble aussi. Voilà. Et c'est vraiment génial et tu as un parcours qui est, pour moi et par rapport aux professionnels que j'ai pu rencontrer, qui est assez hors du commun quand même. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais pas réalisé, jusqu'à ce que tu le dises maintenant, que très tôt, en fait, tu avais accès à cette espèce de curiosité multidisciplinaire. J'avais l'impression que tu avais été vraiment très ancré dans la danse et les Mhm. humanités et que après était venue en fait la biologie, etc., par tes études de kiné. Mais en fait, non, tu avais accès à ça très très tôt, Ouais, dans ton parcours de danse aussi. ouais, ouais. Et oui, c'est Oui, fou, je pense très c'est jeune chouette. aussi. Il y a toujours une curiosité enfant oui, à faire plein de choses en même temps. Oui, ouais, ouais, c'est assez naturel, je pense. Et ce qui est chouette à t'entendre, c'est que tu arrives quand même à être assez ancré pour ramener ça dans des choses concrètes. Enfin, tu arrives à vraiment faire Oui, sens de toutes ces choses-là dont tu vas piocher. ouais. C'est Ouais, pour moi, chouette. c'est hyper important de garder un cadre, Oui, les pieds sur terre, avec oui, oui, de vérifier, de valider, d'aller chercher des preuves. C'est oui, un peu la liberté dans le cadre, quoi. C'est oui, vraiment ce qui me définit. super. Et, et donc, du coup, un peu par rapport à ça, tu as choisi un article qui, d'ailleurs, est oui, en lien avec ce qu'on vient de dire, je trouve. Je vais te laisser le présenter. Oui, Peut-être le titre pour commencer, et puis pourquoi tu as choisi cet article ensuite. ouais, d'accord. Donc voilà, l'article que j'ai choisi s'intitule Teaching Complexity in Medical Education. Donc en français, c'est enseigner la complexité dans les études médicales. Donc il s'agit, donc là on n'est pas sur une expé, il s'agit d'une revue générale qui a été éditée en 2021 par l'Académie nationale de médecine et puis qui a été publiée après chez Elsevier Masson, maison d'édition spécialisée dans les revues médicales, entre autres. Donc c'est une revue qui est interdisciplinaire, ça c'est intéressant. Donc les auteurs sont principalement des médecins hospitaliers, dont certains travaillent en médecine de réadaptation, médecine physique et de réadaptation. On a Hélène Souchu, Chloé Bramy qui est oncologue, on a Cham Ribaud, Gilles Rode, et puis alors on a François Tadei, qui est chercheur en génétique moléculaire et fondateur du Learning Planet Institute, qui est anciennement le centre de recherche interdisciplinaire. Donc le titre parle de lui-même et en effet, oui, mon choix s'inscrit en lien avec, je pense, mon parcours et mes centres d'intérêt. La complexité, de fait, c'est une notion assez fascinante hein, qui, je pense, nous définit tous et je pense définit à la fois mon cheminement personnel et professionnel. Mais alors, je trouve qu'on a tendance à confondre quelque chose de complexe et quelque chose de compliqué. On y reviendra et on fera la distinction après. Mais pour revenir à la complexité, pour moi, elle a quelque chose de fascinant en ça elle va développer la propension à un mental arborescent, un mental qui va faire des liens, qui est en action, qui observe, qui est en recherche constante. Pour moi, ça évoque pardon, tout sauf quelque chose de compliqué. Pour moi, quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'enfermé et figé. Alors que là, la recherche constante, ça induit la notion de mouvement, justement. Et c'est bien pour ça que ce truc qui est en cheminement et en mouvement constant m'intéresse très très fort, en fait. C'est comme Mm. si rien n'était vraiment acquis, tu vois. Donc, Mm. justement, dans le domaine de la douleur chronique, qui est le mien, on chemine avec des notions d'incertitude. Et c'est autour de tout ça, je crois que toi et moi, on a commencé, comme tu le disais, à communiquer. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve, je pense, dans notre travail. Ouais, parce que c'est vrai que la douleur chronique, elle amène forcément à se poser beaucoup de questions parce que le cadre classique de la kiné, en fait, ne répond pas à ces Non, questions-là. Donc, on va chercher plus loin tout à ou fait. autre chose. Ouais, Et c'est vrai que c'est là, enfin, en tout cas, moi, c'est là que j'ai été amenée à aller piocher dans d'autres domaines parce que, ouais, en ouais. dehors
de la médecine et de mon bac S. Oui, oui, où tu te sentais Et, un peu limité, ouais. C'est ce que ouais, tu c'est disais, ça. besoin de liberté et d'espace. Oui, c'est ça. Et c'est rigolo, cette idée de compliquer complexité. Je pense que j'ai été moi aussi coupable, et toujours probablement maintenant, mais de confondre un peu les deux ou Ouais, d'interchanger ces termes. Mais en fait, dans l'article, ils définissent très bien la différence et tu nous expliqueras après. ouais, Euh, ouais. mais ouais, c'est intéressant de penser d'être compliqué. Non, pardon, de compliqué comme ouais, très enfermé, très restreint, ça limite et ça a un côté rassurant quelque part. Mhm, mhm, Mais mhm. peut-être, ouais, Mm. enfermant. Oui, qui est peut-être trop étroit que pour se permettre d'ouvrir le cadre et Voilà. d'aller chercher peut-être plus loin et d'aller vers l'inconnu finalement. Ouais. Et la complexité, ça peut être en effet une belle ouverture, mais aussi très intimidant, je pense. Oui, oui. Euh, mais vas-y, je te laisse continuer. Bah oui, mais donc ça me parle vraiment ce que tu dis en effet. Et quand quand j'ai commencé ma pratique clinique, il m'arrivait que certaines situations, justement, notamment chez les personnes qui vivaient de la douleur, bah, me poussent dans mes retranchements Mm, parce que bah, justement, la demande qui émanait de ces patients-là, c'était d'abord, j'ai eu l'impression après coup, hein, bah, d'être écoutée mm, et d'être surtout reconnus et validés dans leur vécu douloureux, mm, là où ils avaient été peut-être stigmatisés ailleurs. C'était des patients que j'appelle les patients apatrides, qui étaient passés d'un domaine médical à un autre et que je retrouvais finalement à l'issue de cette errance médicale avec un besoin très très fort d'être validé. Donc cette expérience de l'écoute, finalement, bah, je ne l'ai pas apprise à l'école de kiné. mm, Bon, c'est peut-être pas ce qu'on demande aux études de kiné initialement, mais je trouve que c'est dommage et je tenais juste à dire que c'est quelque chose qui explique pourquoi j'ai choisi cet article-là. Je ne l'ai mm, pas appris à l'école parce que d'abord, ben, il y a un peu plus de 10 ans en kiné, et je pense que ça a évolué depuis. J'ai pas eu de cours, et c'est fou, hein, j'ai pas eu de cours sur la douleur chronique, sur son mécanisme et sa chronicisation, donc son mécanisme neurophysiologique, et mm, surtout l'intrication entre son impact entre ben, enfin, le contexte de la personne, les mm, intrications psychologiques, socioculturelles sur sa chronicité. Et deuxièmement, les études elles consistaient à bah, l'accumulation de connaissances issues de la recherche basée sur les preuves, ce qui est très très bien. Mais il y avait assez rarement de lien qui a été fait entre les matières. On avait bien des cas cliniques, mais toute la partie psycho-émotionnelle, socio-culturelle, elle n'a pas du tout été abordée. Donc je l'ai appris sur le terrain, ou en tout cas j'ai essayé autant que je pouvais de le faire sur le terrain. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais peut-être pas la seule à me poser ces questions parce que j'ai vu se développer de plus en plus de formations finalement, et pour les kinés, en thérapie manuelle aussi, hein, et dans d'autres domaines médicaux et paramèdes, sur justement l'approche éclairée de la psychologie ou du psychotrauma dans l'explication de la chronicisation de la douleur. Donc les choses évoluent. J'ai eu la chance en avant-dernière année, par contre, c'était en troisième, c'était l'année des stages qui commençait, et puis sans que je l'ai choisi, on m'a amené en psychiatrie. Donc c'était assez inédit. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller faire en psychiatrie? Et en fait, ça a été déterminant pour moi pour la suite parce que déjà, j'ai été super bien accompagnée et j'ai eu la chance d'être envisagée comme faisant partie intégrante de l'équipe. Une équipe interdisciplinaire. J'ai pu observer la richesse de l'interdisciplinarité et j'ai eu carrément la chance de suivre des formations en thérapie cognitivo-comportementale, donc en écoute centrée sur la personne, d'après les théories de Carl Rogers, en entretien motivationnel. Donc j'ai pu être formée assez tôt, alors que je n'avais pas terminé les études, dans des domaines qui aujourd'hui m'intéressent évidemment grandement. Et c'était tellement intéressant de voir aussi qu'ils implémentaient leur approche classique de médiation sportive, artistique et culturelle, mais tout ça dans un cadre rigoureux et valide pour autant. Donc je me sentais un petit peu plus portée et préparée à pouvoir appréhender la personne dans cette globalité-là. Donc j'étais tellement enthousiaste que j'ai décidé de faire mon mémoire avec eux sur les troubles somatoformes et l'approche de la kiné et d'autres disciplines sur la gestion, en tout cas, de ce type de troubles. Euh, donc c'est vrai qu'on est amené dans nos études, et c'est ce qu'on verra là dans l'article, à recevoir un enseignement de type linéaire basé sur l'épreuve où on va aborder la pathologie
comme un problème finalement, ce qui fait que ça développe chez nous une posture top-down, donc de type le professionnel de soin qui sait, qui a reçu un savoir, et donc avec une approche verticale du soin, où finalement le patient, bah, il attend, peut-être, hein, moi c'est comme ça que je le vois, mais il attend une solution. Et finalement, ça pousse à peut-être stigmatiser encore plus cette asymétrie du soin, en tout cas. Alors qu'aujourd'hui, on commence à voir se développer les humanités médicales. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir que ça s'ouvre enfin, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça écho vraiment mon expérience aussi dans les études, mais je suis diplômée bah, de fait de la même année, de 2014. Donc peut-être que les choses ont changé dans la façon dont les choses sont enseignées un peu aujourd'hui. Euh, et en Mm. fait, tu dis qu'il y a un enseignement de type linéaire et c'est marrant ce mot. Euh, et je suis désolée, mais je fais une petite tangente, mais que je vais fermer rapidement. Mais ce mot linéaire, il m'évoque. Tu sais, il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Body Multiple par une philosophe et Ouais, anthropologue qui s'appelle Anne-Marie ouais, Moll, ouais. qui parle de la notion d'inactivisme et d'inaction. Genre, je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français. Je pense qu'on le dit comme ça en français aussi, ouais. Ouais, Et, euh, et en fait, cette notion d'inaction, pour moi, elle a été assez compliquée à, pas maîtriser, parce que je me sens pas du tout quelqu'un qui maîtrise ça, mais Mm. voilà, commencer à pouvoir un peu comprendre et jouer avec cette idée-là. Ouais, Il y a vraiment plusieurs facettes qui existent ouais, simultanément d'une même chose et que nous, en fait, en tant que cliniciens, on n'a accès qu'à un seul aspect ouais. parce qu'on a ce regard de clinicien et que la façon dont une maladie va être énactée, donc se présenter, Mhm. euh, va forcément dépendre du contexte et de à qui elle se présente. Ouais, Euh, et, et que voilà, on n'aura jamais vraiment accès à d'autres aspects parce qu'on n'a pas accès à ces espaces-là, nous, en tant que kiné. Tu vois, la ouais, façon dont le ouais, cardiologue va regarder une maladie, la façon dont le partenaire de ce patient va regarder la maladie, la ouais, façon... ouais, Et absolument. tout ça, on peut l'imaginer, mais on n'y a pas non plus accès. Mhm. Et, euh, et en fait, le bouquin, pourquoi je pense à ça par rapport à Linéaire, c'est que c'est un livre qui, en soi, est déjà compliqué à aborder parce que c'est un livre, tu ouvres la première page, puis tu avances linéairement de page en page, de chapitre en chapitre. Et en fait, ce Ouais. bouquin-là, dès le début, il chamboule dans le sens où chaque Mhm. page présente deux textes, un surtexte et un sous-texte, Mhm. qui parlent donc, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails Mhm. sur ça, mais ça amène déjà à dire, ah, mais déjà, je vais aller avancer, puis reculer, puis Oui. et ça mélange Déjà, déjà la plein manière de dont tu choses. lis le livre n'est pas très classique en fait. Voilà, et c'est déjà Te pas fait sauter des linéaire. pages et revenir en arrière. Et donc, c'est déjà assez inédit en soi. Oui, oui, j'imagine Et, complètement. et voilà, donc quand tu parles d'enseignement linéaire, ça m'évoque ça parce que ça me fait me rendre compte à quel point, comme tu disais, c'est une espèce de pédagogie de la certitude où on voit bout par bout. Et, euh, et voilà, il y a une certaine certitude dans une partie d'anatomie, une certaine certitude dans une partie cardiovasculaire, et on essaie juste d'assembler ça Mhm. un à un. Et en fait, Mhm. ça matche quand même pas sur Ouais, ouais, ce qui ouais, se ouais. présente devant nous en clinique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et on a ça après dans certaines formations et c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas une question de valeur ou de savoir si les enseignements sont bien ou pas bien. On n'est pas dans ces considérations-là aujourd'hui. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Et moi, l'inactivisme, c'est grâce à toi que je l'ai découvert le mot. Parce que Oui. jusque-là, pas. Et je me rends compte à quel point, on sent qu'on s'étale encore plus sur ça, mais c'est important de faire le lien, à quel point ça a un rapport avec le corps aussi et l'incarnation. Parce que je voyais aussi, en préparant le podcast, que c'est vraiment ce qu'on appelle la cognition incarnée. Mm. C'est un terme en fait que Anne-Marie Moll a traité. J'ai pas lu son bouquin, tu m'as dit qu'il n'était pas traduit en français, mais The Body voilà, Multiple, non, je crois pas. ça me fera améliorer mon anglais. Mais que ça vient de Varela, Thompson et Roche qui ont écrit The Embodied Mind Ouais. en 91. Et ce qui est super, c'est qu'il relie la cognition à la cognition située, donc par rapport à un contexte, et à la cognition incarnée. Et donc les deux mis ensemble fait qu'on va avoir un cadre qui fait que le sujet, il va avoir de la perception et il va adopter des stratégies adaptées aux exigences de sa situation. Et ça, je trouve ça génial en kiné, global.
Et Mm. alors peut-être encore plus dans des situations complexes de parcours de vie qui mêlent de la douleur exacerbée par un vécu peut-être complexe également, donc où nous finalement on n'a rien à dire tant que le patient n'a pas encore pu déposer son récit. Donc ça, on ne Mm. peut pas l'apprendre de toute façon, Mm. pas comme ça, en tout cas dans les études, j'ai l'impression en tout cas, Ouais, tel que ça a été fait jusqu'ici. ouais, ouais. Donc voilà, on voit déjà que c'est même difficile de parler de complexité, mais en fait, cette introduction-là, ce qu'on amène, ça nous permet euh, ouais, de nommer l'inévitable rencontre avec la complexité quand on travaille en clinique. Absolument, Mm. absolument. Dans ma pratique, tu parlais d'incertitude, on l'a évoqué tout à l'heure, et ça revient beaucoup. Il y a eu beaucoup de situations, encore maintenant parfois, où je me suis demandé si j'étais légitime. Parce que bah, j'avais l'impression de dépasser le cadre strict de ma profession de kinésithérapeute. Et puis parce que bah, en première séance, lors du bilan, de l'anamnèse, finalement toute la séance, donc moi je fais des séances d'une heure, donc c'est assez long, mais sur les premières séances, j'avais rien fait d'autre finalement qu'écouter la personne, sans l'avoir ni touchée ni fait bouger. Donc je me demandais si j'avais bien fait de faire ça. Et en fait, Ouais, c'est bah, par là c'est une aussi. expérience qui nous amène après un feedback finalement. C'est un parcours d'apprentissage aussi. Et ça, on doit l'accepter qu'on ne maîtrise pas tout en tant que soignant. Mais en fait, c'est les patients qui m'ont donné raison de par leur attitude et leur réassurance. Ils se sentaient Mm. validés. Et ça nous a apporté beaucoup pour la suite, en fait, pour pouvoir adopter un plan de traitement ensemble et déjà s'impliquer dans une approche, justement, comme je disais tout à l'heure, ça pas verticale, mais collaborative, de coopération, partenaire, quoi, finalement. Donc, ben voilà, alors pour revenir à l'article, hein, sinon on pourrait en parler des heures. Donc j'ai choisi cet article, particulièrement celui-là, parce qu'il y en avait plusieurs sur la complexité, mais j'ai bien aimé celui-là dans le sens où justement il permettait d'avoir un cadre. Il expose la complexité en santé ben, d'une manière aussi claire et concise que le sujet est dense. Et je trouve qu'il fait un résumé digeste de nombreuses données et d'autres recherches dans le domaine, dont certaines sont d'ailleurs dans la biblio, hein. Les auteurs se sont penchés sur l'intérêt particulier ici d'enseigner la complexité dans les études en médecine, mais en sous-texte, on pourrait dire paramède aussi, hein. Dès les études initiales donc, hein. Donc ils évaluent l'impact que cet enseignement pourrait avoir dans l'apprentissage des futurs soignants, justement, en partant du principe selon lequel l'expérience prime sur la connaissance et que le savoir est un cheminement et non un but en soi. Mm. En préparant le podcast, ben, j'ai justement fait le lien aux deux podcasts que tu as enregistrés avec mes deux confrères. Marie Miller, qui évoquait toutes les questions de genre en lien avec la douleur chronique, la manière dont la douleur était perçue par les professionnels de santé et par les patients selon qu'on était un homme ou une femme. Et elle s'est intéressée à la douleur chronique chez les femmes, parce que c'est son domaine de compétence. Et puis l'autre podcast que tu avais enregistré avec Arthur Filleul, qui est kiné, qui est très, très impliqué dans les enjeux éthiques Ouais, en kinésithérapie. Et il vient de fonder avec des collègues le groupe d'intérêt en kinésithérapie et philo, et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, je trouve que peut-être cet article ici qu'on aborde ensemble va apporter un autre éclairage en tout cas. En tout cas, dans ma pratique professionnelle, bah, je crois que la complexité, bah, c'est un bon moyen. Alors ça, c'est super important aussi et je le fais maintenant, c'est un bon moyen de ralentir. Parce que si tu admets, si tu te mets face à la complexité, tu es obligé de faire une pause, quoi. Tu ralentis, tu observes, tu mets en lien, tu encourages la collaboration et finalement, j'apprends énormément bah, plus de mes patients par imprégnation, en les écoutant, en observant et j'ai vraiment la conviction que ça renforce ce partenariat et comme tu as pu nous en parler, dans ton dernier blog, Camille, le fait de cheminer en terrain inconnu, ça peut être source d'inconfort pour le thérapeute. Mais mm, là, on a deux choix, justement. Donc, soit on accélère, on panique, parce qu'on doit absolument aller chercher une solution pour rassurer ouais, le patient et sûrement nous-mêmes aussi. Ou alors, ben, on accepte qu'il y ait un petit moment de flottement, de doute, et ça amène de l'inconfort. Mais en fait, ça met en commun quelque chose qui est très beau, je trouve, c'est la vulnérabilité. Et ouais, la vulnérabilité, ben, c'est notre humanité, c'est ce qu'on a en commun avec le patient.
En fait, ce partage de vulnérabilité, ça va peut-être permettre, comme le dit Cynthia Fleury, hein, la philosophe, de partager un temps un peu plus long et de rendre cette vulnérabilité une ressource, quoi. De la rendre finalement capacitaire et pas un piège, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, euh, je réfléchis à ce que ça peut provoquer pour des gens qui sont pas à l'aise avec cette idée-là, Mhm, d'être avec leur vulnérabilité en soins, parce que en fait, ça mhm, aussi, ça amène un inconfort, en fait, de peur de plus avoir le contrôle, de peur de plus ouais, savoir où amener la, ouais, dans quelle direction amener la séance aussi ouais. par rapport en face d'un patient qui, comme tu dis, est là pour se confier et recevoir du soin et de l'aide. Euh, Mhm. et je pense qu'il y a une distinction à faire entre la vulnérabilité ne veut pas dire on est paralysé et Non, et que qu'on est on est juste fragile. là au fond du trou avec eux. Enfin, Ouais. c'est pas comme, enfin, c'est pas une fatalité de Non, se non, retrouver non. dans cette position-là quand Mhm. on admet ou qu'on travaille avec la personne, voilà, de reconnaître, de laisser place à notre propre vulnérabilité Ouais, aussi, ouais. du soignant. Et par ça, j'entends par laisser un peu ce rôle très de sachant, en fait. Mhm, On peut ouais. ne pas être Mhm. sachant et être un bon soignant. Mhm. Euh, Mhm. Ouais. Ouais, voilà, ouais, ramener ouais. cette relation, comme tu dis, un peu plus, C'est ça. euh, voilà, C'est une ça. dynamique de pouvoir moins violente pour le patient, en fait. Complètement. Complètement. Mais Mais ce n'est qu'une d'ailleurs, étape, voilà. ouais, oui. Je pense que ce qui est soulevé par les auteurs de l'article aussi, c'est le fait que, et d'autres aussi, d'autres recherches mettent en évidence que dans les études, et particulièrement en médecine, il y a cette phrase qui revient remarque en kiné aussi, on nous l'a souvent dit, de mettre de la distance Mm. émotionnelle. Et je pense que enfin, déontologiquement, c'est plutôt très sain, évidemment, hein. Quand on parle de partager sa vulnérabilité, je parle ni de partager de l'émotion, au contraire, hein, mais d'admettre que on est faillible en tant qu'humain et que cette vulnérabilité, c'est juste de remettre un peu de lien et d'admettre qu'en fait, que dans certaines situations complexes auxquelles on est confronté en médecine, en kiné ou autre, on ne saura pas tout de suite. Et ça permet d'accueillir le patient dans ce qu'il ne sait pas encore, mais qu'il sait déjà au fond de lui, quoi. Et je reprends Mm. cette petite phrase là de Pierre Soulages, le peintre qui nous a quittés, je crois, il y a 2 ans, Mm. âgé de 100 ans, il disait, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. C'est un peu Ouais. déstabilisant comme construction de phrase, mais en fait, c'est vraiment ça, pour moi, la vulnérabilité. On ne sait pas trop ce qu'on est en train de foutre, mais c'est en faisant, c'est cet apprentissage expérientiel qui va amener du savoir finalement. Et peut-être Ouais. que ça, cette attitude-là, plutôt que de faire peur au patient, ça va le rassurer, de se dire, tiens, là, j'ai peut-être quelqu'un qui admet, mais qui a des connaissances, mais qui admet aussi que ben, je peux faire partie du staff en tant que Ouais. patient. Et on va Mm. chercher ensemble. Ouais. Et en fait, pendant que tu dis ça, je suis en train de me dire, mais c'est quoi, est-ce que vraiment, alors c'est de la vulnérabilité, mais en fait, c'est aussi simplement être honnête par rapport à la réalité de ce qu'est le corps et la santé et le soin et les maladies Oui, chroniques en particulier. ouais, ouais. Et ce qui est influençant, c'est aussi en fait, simplement en une forme d'honnêteté et ne pas tomber dans de la fausse réassurance à vouloir Ouais, absolument dire ça va aller parce qu'on sait que ouais, il y a ouais, des essais ouais, randomisés qui bien disent que même sûr. c'est un truc aigu, tu vois, genre, on sait que à 6 mois, c'est bon, le genou, il sera capable de faire ça et ça. Genre. Enfin, en fait, Mhm. ici et maintenant, oui, on a cette donnée, mais ici et maintenant, voilà, on travaille pour aller dans cette direction et pourtant ne pas survendre quelque chose. Ouais, Et oui, j'aime bien ce que tu dis sur cette idée de pas trop savoir ce qu'on fait et en même temps aller chercher un petit peu, et c'est comme ça qu'on avance. ouais. Euh, voilà, amener Ouais, cette honnêteté, cette vulnérabilité, ça n'est pas synonyme de paralysie. On peut quand même aller chercher et avancer avec le patient, du coup, en fait, de ouais, qu'est-ce qui va être aidant et nous ouais, d'ouvrir certaines portes juste pour guider le ouais, patient. ouais. Et puisque tu cites un artiste, ça me fait penser à un autre que je sais que tu aimes beaucoup, parce qu'on s'est retrouvés là-dessus aussi
Ouais. cet artiste islando-danois, ou je sais pas comment dire, Olafur Eliasson, Oui, oui. Ah ouais, euh, oui. qui, que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui va vraiment chercher dans des disciplines très différentes, Mhm. comme toi. Et, euh, et récemment, je l'entendais dans un entretien qui parlait du doute et de la valeur du doute. Et ça m'avait inspiré un blog d'ailleurs l'année dernière, ce qui Mhm. disait le doute est sous-estimé. Ouais, Et c'est sous-estimé parce qu'en fait, on est tout le temps contraint à vouloir être dans une norme de performance et de réassurance et de savoir où on va et de certitude. de maîtrise, ouais. Et Ouais, lui aussi, en tant qu'artiste qui travaille avec beaucoup de professionnels, sociologues, anthropologues, philosopheurs, des danseurs, de, de toutes sortes, va vraiment donner de la valeur à ces moments où on ne sait plus trop ce qu'on fait. ouais, Et en même temps, c'est là aussi qu'il y a la créativité qui sort ouais, et qu'on arrive à ouvrir des portes. Et donc, voilà, comme tu dis, c'est ce que je fais qui ouais, m'apprend ce que je cherche. Il faut aller chercher un peu. ouais. Et, il y a un mot en anglais que je ne sais pas traduire, mais qui a cette idée-là de tâtonner, de douter. C'est to tinker, tinkering. Mhm. Et en fait, ce mot, il a aussi quelque chose d'assez joueur, un peu playful. Dans Mhm. ce que ça veut dire, c'est vraiment cette idée d'aller ouais, bricoler, quoi, de sortir, puis Mhm. voir ce qu'il en sort. Mhm. Et Mhm. j'aime bien ce terme parce que je trouve qu'il invite à, d'une part, à la curiosité, à laisser, mais il invite à l'échec aussi. Enfin, il rend l'échec moins comme faisant partie du processus d'apprentissage, pas comme Ouais, quelque chose qui est ouais, ouais, absolument ouais. dramatique. Ouais, ouais, absolument. Et je pense que Ouais, ça déculpabilise aussi en clinique de pouvoir dire, bah, est-ce qu'avec un patient, est-ce que, si vous voulez, qu'est-ce que vous pensez d'essayer d'explorer ce domaine-là, ouais, voilà, d'approcher les mouvements de cette manière-là, ou d'aller ouais, réfléchir par rapport à votre ouais, management de comment est-ce que vous répondez à ces situations qui peuvent être très stressantes, et d'aller un petit peu chercher et puis voir où est-ce qu'il y a quelque ouais. chose qui déclenche. Mhm. Voilà. Mais Ouais, ouais, oui, c'est assez, c'est intriguant, ça fait peur. Je dis pas que j'ai tout le temps facile avec ça, mais par contre, je défends ce processus d'apprentissage et que ce soit pour les patients, mais pour nous aussi. Enfin, mm, moi, ça me rassure de me dire, je continue à apprendre finalement. Donc, c'est admettre ça et de se dire que ça va être un moyen de pouvoir ouvrir le champ, impliquer la personne et la mettre dans un processus créatif finalement, hein. Donc, de mm, pouvoir dire le patient a créé, a créé sa thérapie, a créé un chemin pour aller mieux et dans la douleur chronique pour que la douleur fasse partie d'un tout. ouais, Donc, on va pas focaliser que sur la douleur, on va peut-être aller travailler dans des domaines où ça va mieux, dans les parties du corps où il n'y a pas de douleur, etc. On pourrait en parler des heures, mais ouais, effectivement, ouais, le doute, l'incertitude, ça amène justement ouais. ouais, de l'humilité finalement. Mm. Une forme Vive le d'humilité. doute. Mais comme Ouais, tu disais tout à l'heure, ça demande de nous, en tant que cliniciens, d'écouter et de ralentir ouais, et d'accepter de se sentir avec de l'inconfort ou voilà, n'importe quel mot ouais, qu'on peut mettre à la place de ça, mais voilà, de pas rester dans ces rouages et ces automatismes ouais, et absolument, ces normes qui nous poussent à faire ça. complètement. Donc voilà, à nouveau, là, on se rend compte que c'est inévitable de faire face à la complexité quand on travaille en clinique. Oui. Euh, mais dans l'article, Mhm, avant de parler de l'enseignement de la complexité, ils font un peu la mhm, même chose, hein. Ils font un peu un état des lieux de pourquoi est-ce que la complexité est inévitable à rencontrer. Et ouais, ensuite, ils font quand même ils refont un point sur qu'est-ce que la complexité par ouais, rapport à ce qui est compliqué ou ce qui est simple. ouais, ouais, ouais. Ça peut être, je pense que c'est une bonne chose qu'on s'arrête un peu sur ces définitions Oui, aussi. oui, je pense que ça vaut le coup de redonner en tout cas une définition claire pour mieux comprendre après les enjeux. Donc, Donc qu'est-ce que la l'article justement complexité? démarre par une définition des auteurs. La complexité vient du latin complexus, qui signifie ce qui est relié, tissé ensemble. Donc elle se définit comme un état ou un caractère d'éléments divers et entremêlés. Et c'est une notion, donc selon les auteurs, et on l'a compris aussi hein, dans ce qu'on a échangé déjà, toi et moi, on la retrouve dans des champs de connaissances qui soient donc divers, scientifiques, médicaux, socioculturels, économiques, politiques ou philosophiques.
c'est autant de domaines, en tout cas, avec lesquels, en tant qu'humain, on va rentrer en interaction et par lesquels nos processus mentaux se modifient et s'ajustent de manière continue et fluctuante. Donc ici, les auteurs, ils définissent la complexité en santé particulièrement comme l'ensemble des décisions et des actions que le médecin est amené à prendre et à mener. Et bon, voilà, on va faire des actions, mais elles viennent de réflexions qui donnent des décisions et qui vont donner des actions. Et Ok. celles-ci, elles vont être divisées en trois, en simple, compliqué et complexe. Mm. Et donc, voilà, les auteurs donc, amènent cette introduction-là. Donc, ça m'amène à faire une petite tangente et à amener la pensée de Jeffrey Braithwaite, qui est un professeur australien qui est spécialiste des systèmes complexes et résilients en santé. Il est cité, je crois, dans la biblio, je suis plus trop sûre, mais en tout cas, donc lui, il définit les systèmes simples comme ayant peu de composantes et assez peu d'interrelations. Par exemple, ils respectent des critères précis, ils suivent une procédure en lien avec un contexte, comme un schéma de vaccination, par exemple, qu'on maîtrise, Mm. mais parce qu'on le répète, et il est très, très standardisé. Ensuite, on a les systèmes compliqués qui comportent déjà plus de composantes et un petit peu d'interrelations, mais les interrelations sont encore assez simples. Ça va être par exemple les hyperspécialisations en médecine, comme en cardiologie par exemple, dans la gestion de l'infarctus du myocarde, ou ça demande quand même une efficience, une expertise assez importante. Il y a quelques interrelations avec d'autres paramètres, mais on reste quand même sous le dôme d'une spécialisation en médecine. Puis on arrive enfin au système complexe qui comporte énormément de composantes et beaucoup d'interrelations. Et ces interrelations, ben, elles sont justement instables. Plus il va y avoir d'interrelations, plus il va y avoir non pas une linéarité, mais comment dire, une métastabilité qui va donner une multistabilité, donc beaucoup, beaucoup d'interrelations. Et donc ça amène des actions qui, de fait, sont elles aussi complexes et des procédures et des niveaux d'expertise élevés, tout en intégrant ben, cette notion d'incertitude et d'imprévu, comme par exemple dans les polypathologies, dans la douleur chronique ou plus récemment dans des situations de santé mondiale comme la Mm. récente épidémie de Covid-19 par exemple. Ouais. Et donc Bresswitz, il oppose enfin, il propose en tout cas une science de l'implémentation qui consiste à faire coexister cette variante de systèmes qui sont fluctuants avec les résultats justement stricts des recherches basées sur les preuves pour finalement, en fin de compte, proposer des nouvelles pistes dans la politique et la pratique des soins de santé. Mm. Et c'est fortement, je fais court, fortement, comment dire, influencé par l'école de Palo Alto dans les années 50, début 60, en Californie, actuellement l'école de Stanford, où a été créée la systémique, justement, la cybernétique, qui est la standardisation de la compréhension du système complexe et qui a donné toute cette pensée de système et ben, la thérapie systémique familiale, où il y avait déjà justement des réunions, les conférences de Macy, où tu avais autant des anthropologues, des sociologues, que des philosophes, que des mathématiciens, que des neurophysiologues, qui bossaient ensemble sur ces notions de système, en tout cas. Et Mm. donc, on a dans l'article cette évocation de systèmes qui admettent déjà que la santé elle-même est complexe et qu'elle amène cette notion d'incertitude. Dans une autre étude canadienne que je trouve assez intéressante aussi, les auteurs utilisent l'humour pour définir les trois systèmes. Alors pour eux, les problèmes simples, c'est un peu comme une recette en cuisine où on se dit bah, c'est en la faisant et en la répétant qu'on va la standardiser et qu'à un moment, on n'a peut-être plus besoin du livre de recettes. On se dit, voilà, j'ai besoin de ces ingrédients, c'est OK. Les problèmes compliqués, pour eux, ils ont pris l'exemple d'envoyer une fusée sur la Lune. Donc, c'est quand même, ça demande beaucoup d'expertise. Mais finalement, les fusées sont toujours les mêmes, quoi. Donc, on va peut-être avoir besoin d'autres domaines, les ingénieurs. Mais c'est toujours, on envoie une fusée sur la Lune. Et puis, le problème complexe, c'est élever un enfant. Donc, bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine en tout cas que c'est beaucoup d'inconnus pour les parents. Ils vont acquérir de l'expérience, mais il y a aucune certitude quant à un gage de réussite au moment où il y a un deuxième enfant qui arrive dans la famille, quoi. Donc, cette notion d'incertitude, elle est là tout le temps.
Donc voilà, on arrive à faire finalement des distinctions petit à petit dans déjà ces notions de complexité qui induisent des décisions simples, des actions simples, peut-être compliquées, mais qui vont amener plus ou moins d'interrelations en tout cas. Ouais. J'espère qu'on n'a pas perdu les auditeurs On ne le saura pas. en fusée. Tu ne m'as pas perdu, moi. Ok. C'est déjà ça. Ouf. Mais merci de te frotter à l'exercice difficile de Oui, faire ces distinctions. je Et reprends une gorgée de thé. mérité. Donc, ouais, ok. Donc, il y a quelque chose de simple où, en fait, très automatisé. On est en autopilote presque. Il n'y a pas assez peu de réflexion, ça se C'est fait. ça. Des problèmes compliqués où il faut quand même être présent dans le moment, mais on suit un algorithme qui est presque prédéfini, Voilà. qui demande une réflexion, mais voilà, il y a un peu Oui. un chemin qui se dessine et il faut cette expertise-là. Ouais. Et enfin, quelque chose de complexe où ben, on a des informations issues de certains algorithmes, de certaines données, de ce qui a pu être fait avant, etc. Mais comme tu le disais plus tôt, c'est quelque chose de dynamique et de vivant, et donc il y a l'imprévu qui ne peut pas être contrôlé, qui ne peut pas être C'est ça. minimisé, et, euh, et qui va forcément interagir avec le truc. Donc, C'est ça. Donc, ouais. l'outcome de ce qu'on fait, de l'action, n'est pas certain. Non. Et en fait, c'est intéressant parce que on discutait, j'ai eu l'opportunité de discuter et d'écouter des gens qui parlent de philosophie des sciences, bah, dont Arthur Fillard là, et toutes les autres personnes impliquées dans le GI de philo de la SFP, sur qu'est-ce qu'une preuve et qu'est-ce qu'une preuve scientifique, et la problématique avec les essais contrôlés randomisés. Et en fait, ça revient à essayer de rendre quelque chose de complexe à quelque chose de compliqué, Mhm. où on essaye de Mhm. limiter tous les biais possibles, tu vois, pour faire de la Mhm. recherche avec des essais contrôlés randomisés, d'essayer vraiment de limiter tous les facteurs qui peuvent amener ouais, cette déstabilisation du système pour essayer d'en Ouais. tirer des Ouais. conclusions, des preuves scientifiques. C'est ça. Et tu vois, je m'interrogeais sur quel est le risque d'appliquer un raisonnement compliqué à un problème complexe. Ouais. Ben, en fait, peut-être que le risque, c'est ça, c'est qu'à la fois c'est intéressant parce que ça amène des données, et en même temps, le risque, c'est de vouloir juste réappliquer ça dans la pratique C'est ça. en oubliant ou en occultant tout ce qui a été mis de côté et qui, Mhm. en fait, ne représente pas la réalité clinique, Oui. et juste Justement, une réalité de labo Bressouet, il dit presque. que la santé telle qu'elle est abordée, eh ben, elle a pris le parti de la simplicité. Euh, Hmm, en enseignant un système qui a finalement, bah, comme tu dis, basé sur les preuves, standardisées, mais assez inexactes en fait. Ben voilà, ça permet de construire une représentation simple et quelque part un raisonnement linéaire ouais, rassurant. Et il admet après dans l'article, il admet que s'il fallait. Alors bon, c'est une provocation, mais avec beaucoup d'humour. Il admet que s'il fallait enseigner la complexité en santé, aux pros comme aux patients, il faudrait 2 fois plus d'années de formation. Mais bon, voilà, actuellement, ben, la santé, elle a pris un pari facilitateur, notamment pour les politiques de santé, mais qui colle pas à la réalité. Et donc, il nous met en garde, en fait, du fait que bah, depuis, on voit vraiment qu'il y a un déclin du système de santé tel qu'il a été conçu depuis longtemps. Et dans l'article ici, actuellement, qu'on est en train de traiter, ben, les auteurs disent que l'acquisition des connaissances, elle ne peut pas se calquer à la réalité si elle admet mal la complexité et si elle sépare les données, si elle se focalise uniquement sur les recherches standardisées. Et c'est un défi, du coup, c'est un défi à la connaissance, c'est un défi à l'enseignement des matières. Euh, Parce que bah, de fait, la réalité, c'est un mélange d'ordre, de désordre, d'organisation bah, de différents systèmes, comme on l'a vu, qui lui confèrent ses propres qualités. Et alors, ils enchaînent en citant Pascal. Donc, on remonte très très loin dans l'histoire, mais bon, Pascal qui a eu quand même une très très forte influence dans l'enseignement finalement des sciences et de la médecine. Pascal, selon lequel toutes les choses s'entretiennent de telle façon qu'on ne peut connaître le tout sans connaître les parties. Donc c'est très ancien, mais c'est intéressant parce que Pascal admettait qu'il fallait séparer les matières, mais que c'est justement en plongeant dans chaque matière qu'on pouvait après envisager le tout. Malheureusement, il a été supplanté assez vite par Descartes, notre ami Descartes, qui préférait séparer.
déjà tout ce qui était de l'ordre de la Mm. psyché par rapport au corps. Et finalement, la pensée de Descartes, elle a perduré, elle a été privilégiée et elle a supplanté celle de Pascal. Et finalement, consciemment ou inconsciemment, on s'est inscrit dans sa pensée et on a développé une science, une médecine, un enseignement de la médecine d'hyperspécialisation qui a peut-être empêché toute vue d'ensemble. Et pour les auteurs, pourtant, hein, il est indispensable de former des esprits, à contextualiser, hein, à mettre en lien, en tout cas, les informations apprises factuellement, hein, et être capable de les intégrer dans un système où, en tant que futur soignant, on participe à la réflexion. Et c'est hyper important donc pour les auteurs d'imaginer un enseignement de méthodes qui permettent de saisir toutes ces Mm. relations mutuelles et ces influences réciproques entre les parties et le tout dans un monde complexe, justement. Ouais. Ouais. Et Et alors, justement, les problèmes rencontrés dans les études pour les auteurs ici ils sont de deux ordres. Le problème principal, ben, c'est que la recherche et par extension les recommandations en santé, elles sont essentiellement basées sur des déterminismes et ce que tu disais aussi, hein, des designs réductionnistes qui sont difficilement transposables à la réalité clinique et à la réalité globale. Et le problème numéro 2, c'est que les études en médecine particulièrement, elles sont basées sur l'acquisition de connaissances, des savoirs et l'acquisition de compétences, un savoir-être, ce qui est très très bien, savoir-être. Mais dans la réalité, en tout cas, les étudiants arrivés en deuxième année, euh, avant de passer dans l'année où ils vont pouvoir choisir leur spécialité, ils sont soumis à un concours dont les questions sont basées sur des raisonnements cliniques très simples et un peu courus d'avance. Où la complexité n'est pas vraiment abordée. Donc mm, l'étudiant, finalement, il est encouragé dans l'acquisition de certitude, finalement. Donc mm, c'est vraiment la pédagogie de la certitude. Et donc il va très peu être préparé, arriver en stage, à justement embrasser ouais, toute la complexité, justement, des situations auxquelles il sera amené à être confronté, quoi. ouais. Et, Et, et en mhm. fait, dans ce que tu exposes là, une fois de plus, ça revient à ne pas rejeter cette, ces tentatives de création de connaissances de par Non, non. l'exploration du système compliqué et tous ces essais de recherche réductionniste. En fait, tout ça, ça amène des données qui sont extrêmement importantes pour nous. Évidemment, évidemment. La problématique, c'est que ces données-là sont mal retranscrites dans la réalité du terrain. Oui, Et c'est là qu'il y a une problématique. Mais sinon, le fait d'aller collecter des données, de faire de la recherche, en fait, tu vois, des parties, comme tu disais, entre des cartes qui va peut-être tout compartimentaliser, enfin, tout ça, ça amène une grande richesse de données oui, et d'informations qui est importante. Et ça revient, bah, en fait, ça revient aux questions de recherche, c'est-à-dire des questions d'ontologie et des questions d'épistémologie. C'est-à-dire que, oui, donc, ontologie, qu'est-ce que la réalité? Épistémologie, qu'est-ce qu'une connaissance? oui. Et voilà, et là, on est dans le pur débat philosophique. Mais, Oui, mais voilà. mais tout ça On t'invite est ici, ce qui est, forcément. Oui. et c'est ça qui forme notre pratique et la problématique, et c'est là que c'est intéressant dans l'article, c'est que comment est-ce qu'on enseigne ça, comment est-ce qu'on est Mm. exposé à ça, nous, en tant qu'étudiants, et comment est-ce qu'on est formé pour voilà, avoir ce niveau aussi de recul et pas se retrouver à nouveau dans une paralysie Ouais, mais de la carrément. complexité. Ouais. Oui, complètement. Bah, justement, on va y arriver à la partie de l'article où les auteurs font des propositions d'enseignement. Et juste avant, bah, je vais juste citer Gaston Bachelard, que j'ai beaucoup lu justement dans mon école de danse. On nous avait beaucoup partagé ses écrits. En 1938, il a publié La formation de l'esprit scientifique. Et alors, il y a un petit extrait de ce qu'il disait. Il dit, l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissances. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement.
avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et alors à ça, Edgar Morin, lui, va dire que l'esprit qui veut connaître rencontre forcément toujours des ambivalences et des contradictions. Et la vraie connaissance n'est pas de les écarter ou de les fuir, mais de les affronter. Ce qu'il faut enseigner, c'est la capacité de penser que les antagonismes peuvent être complémentaires. C'est la raison par laquelle je dis que la complexité s'enseigne. Bon, voilà. Et je trouve que ça introduit la proposition des auteurs quant à Ouais. l'enseignement de cette complexité en Et, médecine. et quand tu lis ça, je peux pas m'empêcher, moi, d'être hyper enthousiaste, de dire, mais c'est génial, et genre, je Ouais, suis c'est la complètement d'accord. révolution! Et dans le même souffle, de me dire, mais comment est-ce Comment on qu'on va fait faire? ça? Parce que c'est hyper Exactement. compliqué. Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, Euh, voilà. voilà. Comment Ouais. est-ce qu'on fait ça, Frédéric? Ah, bah, je ne sais pas. Que nous disent les auteurs? Ben, voilà, dans ce que j'ai relevé de propositions en tout cas que les auteurs nous font, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est cette notion de compagnonnage. Donc, réinvestir le compagnonnage, c'est s'inspirer des compagnons du devoir. Ça remonte quand même au Moyen Âge, mais bon, donc cette notion d'artisanat et de transmission d'un savoir. Euh, Sachant que voilà, la médecine, c'est un art, c'est l'art du soin. Ce compagnonnage peut être fait en tant que stagiaire, en observant au lit du patient la manière dont le médecin entre en contact avec le patient pour prendre ses paramètres, la manière dont le médecin se présente au patient au chevet du malade. Donc finalement, des connaissances et des compétences qui vont être apprises par imprégnation, par observation, par les échanges que le stagiaire, que l'étudiant en médecine va avoir, par l'écoute du récit narratif et la façon dont, encore une fois, il va s'en imprégner. Les auteurs, en fait, ils insistent sur le fait que ce type de compagnonnage devrait être instauré très très tôt, dès la deuxième année, bien avant l'acquisition de la suite d'un savoir théorique, justement. Parce que pour eux, ça a autant d'importance que le savoir théorique. Et oui, c'est ça. En fait, si je comprends Ouais, bien, cette idée de compagnonnage, c'est pas. Parce que, en fait, on pourrait t'écouter et se dire, en fait, c'est juste un stage, quoi. Mais en fait, non, ce que tu dis, c'est vraiment cette idée de ralentir et juste presque d'avoir cette approche anthropologique de qu'est-ce qui se passe, comment les corps se ouais, positionnent, quels sont les mots qui sont utilisés, qu'est-ce voilà, qui fait le soin au-delà du raisonnement diagnostique, du complètement. raisonnement très Voilà. algorithmique dont on parle Voilà, souvent. voilà, complètement, Enfin, complètement, exactement, tout à fait. On a des médecins qui adoptent cette philosophie dans le soin, mais effectivement, les auteurs dans cette étude nous disent que pouvoir avoir en tout cas une démarche de compagnonnage, s'inscrire dans une démarche de compagnonnage, pour l'étudiant, ça peut être s'en référer à des étudiants des années supérieures qui sont déjà passés par des stages et avec lesquels ils vont avoir des grandes conversations sur ben, voilà, comment tu as fait face à des situations complexes. Donc, on n'est vraiment pas dans juste s'appuyer sur la théorie, les connaissances biologiques, organiques, mais aussi mm, ben, comment toi, qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu as géré ton incertitude. Et pour les médecins, pareil, il y a, par exemple Martin Winkler, Martin Winkler, c'est un écrivain. C'est son pseudo d'écrivain, mais en fait c'est Marc Zaffran, c'est un médecin qui a il a écrit l'École des femmes et c'était justement sur le compagnonnage, son bouquin. C'était une toute petite parabole, une nana qui se retrouvait en études de médecine à se retrouver dans une maison médicale qui pratiquait l'IVG. Et mm. c'est vraiment inspiré de la vie vraie du médecin où l'étudiante n'avait pas du tout envie juste de passer son temps à écouter le médecin qui écoutait les gens, quoi. Elle voulait juste pratiquer des IVG, faire des opérations. C'est ce qu'on lui avait Hmm, inculqué en médecine. Et en fait, à la fin du bouquin, je spoil, ben, en fait, elle réalise que ça a changé complètement sa vision de la santé, d'avoir appris par hmm, imprégnation comment le médecin accueillir les patientes, écouter leur récit narratif et finalement était mieux à même peut-être de soigner parce que mieux à même de gérer ses propres incertitudes. hmm. Donc ça, c'était une petite Super. digression, mais je trouve qu'il illustre, moi je vous encourage, ce bouquin, il est génial. Ça illustre très bien et en fait, je suis forcément, je ne peux que être d'accord avec ça parce que c'était mon sujet aussi en fait de master Ouais,
d'éducation, là, où j'ai fait toute ma recherche sur Oui. l'apprentissage social et comment, en fait, Mhm. on apprend par osmose et donc par observation, par Oui, oui, imitation, oui, en s'appropriant ce qu'on voit. Et en fait, si ce qu'on voit, ben, c'est il faut être efficace, il faut aller vite, il faut traiter plus et rapidement, oui, etc. Ben, même si on pense et qu'on veut faire quelque chose de différent, c'est très difficile de le mettre en pratique versus oui, si la culture du lieu autorise et donne permission à cette écoute, au fait de ralentir, au fait d'aller piocher dans des euh, disciplines différentes, etc., ce sera oui, beaucoup plus facilitant oui, d'adopter ces normes et de le faire aussi. Donc, en fait, ça me... complètement. Complètement. Ce que justement, le doute, on y est confronté tout le temps et dans le domaine de la douleur chronique, je ne sais pas pour toi, mais c'est assez classique, les patients, que ce soit quand je fais une thérapie manuelle ou alors que j'essaie de leur faire un exercice de modulation de la douleur, ils me demandent souvent qu'est-ce que vous pensez que j'ai là, qu'est-ce que j'ai, ben, voilà, vous sentez ce que j'ai Hmm, quand on fait un travail de toucher. Et finalement, c'est aussi une forme de compagnonnage, je crois que je fais avec eux, parce que je ne mets pas de côté les connaissances, et je pense que c'est rassurant pour le patient qui voit que j'ai des connaissances, je bien sûr. continue à en apprendre, mais voilà. Et donc, ce que j'aime bien faire avec eux, c'est plutôt de leur faire un reflet et de leur dire, ben, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ne pas les laisser dans la panade pour autant, c'est-à-dire que j'aime bien, c'est prendre des bouquins, des illustrations. Voilà, j'ai des tableaux au cabinet aussi, je leur dis, voilà, voilà comment on est fait, vous et moi. Hmm, Euh, voilà comment ça fonctionne ici dans le dos. Donc, avoir cet aspect didactique, de leur montrer le squelette, de leur montrer des planches d'anatomie, ouais, ouais, qu'ils aient une compréhension, en fait, qu'ils aient un accès au savoir. Et je trouve ouais. ça hyper important. De ne pas avoir ce syndrome de la blouse blanche, non, non, moi je vous partage pas du tout mon savoir et je vous amène une solution, mais au contraire de ralentir et de dire, ben voilà, je vous partage mon savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, C'est là où je leur envoie voilà, la question et c'est là où, à partir du partage de mon savoir, je leur demande, ben, et vous? hmm, C'est quoi pour vous, alors maintenant que vous savez tout ça, c'est quoi votre cheminement? Et ça, c'est génial du coup. super. Du coup, on en était. Ouais, on On revient reprend. sur la partie concernant les propositions des auteurs sur l'enseignement. Euh, Ils évoquent donc cette notion de compagnonnage et il y a une expérience qu'il cite qui a été menée en 2019 à Lyon avec 400 étudiants et 180 médecins généralistes où ce système de compagnonnage a été mis en place et ça a donné des résultats assez encourageants. Euh, les auteurs en plus s'appuient sur le fait que euh, l'apprentissage sous forme de compagnonnage permet d'aborder l'importance de la dimension psycho-émotionnelle du futur soignant. Et vaut mieux l'aborder pendant les études que Hmm, devant le fait accompli, effectivement, parce que ben, voilà, c'est bien beau d'échanger aujourd'hui, mais dans la réalité, tout le monde court à l'hôpital. Voilà, on peut être amené à subir un stress par manque de ouais. temps. Voilà, moi, j'ai fait le parti d'avoir des séances d'une heure. Moi, ça me rassure, mais c'est pas toujours possible en tout cas. Hmm, Donc l'importance psycho-émotionnelle, en plus, elle doit conditionner nos prises de décision qui sont reliées à une motivation à une imprégnation émotionnelle et physiologique qui, elles aussi sont fluctuantes de toute façon, en lien direct avec l'ensemble ben, des expériences, mais aussi des valeurs. Donc on arrive sur voilà, sur le mot valeur, des valeurs qui nous structurent, mais qu'on va partager aussi, et on espère, avec les valeurs du patient, de la personne qu'on accompagne. Si on ne prend pas conscience de toutes ces dimensions-là, on risque d'adopter finalement des décisions inadéquates hmm. dans des situations de surcharge émotionnelle, au lieu de développer une conscience et une cohérence en lien avec la valeur et les expériences de la personne. Je pense, Camille, que tu avais parlé de ça, je crois, quand tu avais fait ton blog sur l'inconfort. Ouais. Bah, en fait, tout ça, ça regroupe tous les éléments de pratique réflexive, d'avoir Oui, dans le sens réflexivité ou qui va chercher à nous familiariser avec nous-mêmes et à nous connaître mieux dans les situations qui peuvent être difficiles, oui, qu'est-ce qu'on ressent, oui,
quel genre de schéma est-ce qu'on va être tenté de mettre en place, etc. Donc cette dimension psycho-émotionnelle, c'est vraiment ce travail de porter de l'attention à soi et d'en être curieux. Et, euh, et oui, tu parles de valeurs, et je pense que ça, donc c'est pareil, c'est une pratique réflexive d'aller faire ce travail, d'identifier ce qui est important pour nous, et je pense que ça peut être un des éléments qui aide à sortir de la paralysie parfois quand on est avec un patient et qu'on se dit, ah bah euh, si j'arrive pas à l'aider, c'est que je suis vraiment pas un bon thérapeute, etc. S'il va pas... Ouais, ouais, Et c'est en fait, on est classique, très ouais. coincé. Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'on a, comme tu disais, de se sentir, j'ai passé 1 heure à juste l'écouter et j'ai rien fait. Et en fait, non, Ouais, on n'a pas rien fait du tout. On a fait ouais, plein de choses. ouais, Mais on ouais, a cette ouais. idée que c'est pas assez. Et ce travail sur les valeurs de ce qui est important pour nous, en tant que clinicien, je pense qu'elle est importante parce que c'est comme ça qu'on redéfinit le soin. Mm, Qu'est-ce qu'est le soin? À quoi ça mm, ressemble de soigner quelqu'un? Et là, voilà, bah, une fois de plus, on ressort de cette idée très figée, très mhm, enfermante c'est de l'amener du point A au point B et mhm, d'avoir tel résultat parce que telle étude a dit que. Et en mhm, fait, c'est mhm. vraiment cet accompagnement, ce partage de connaissances, comment on dit, empowerment, c'est quoi, Oui, cette c'est ça. autonomisation. Oui, 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 complètement. Et parfois, c'est Absolument. juste cet espace qu'on peut offrir pour que le patient se sente entendu. Oui. Et ensuite, Et- tu faisais référence au blog de l'inconfort qui vient mhm, d'être publié. Là, donc, merci de faire référence à mhm. tous les choses que j'ai Bah, pu merci à partager toi. parce que c'est chouette que ça s'articule. Et Mhm. ça me rassure dans le sens où ça semble assez cohérent jusqu'à présent. Bah, si. Euh, mais ce travail sur l'inconfort, en fait, c'est aussi pour normaliser à quel point c'est parce qu'en fait, je trouve que c'est le risque, tu vois, avec des podcasts, des blogs, etc., c'est qu'on reste dans cette idée très cognitive de ce que c'est que de faire face à la complexité et de faire un travail réflexif. Et comme, bah voilà, je m'adresse à quelqu'un qui fait de la danse, qui fait attention, pour le qui le corps est central, et j'essaie aussi de ramener un petit peu ça, parce que quand on Mhm. reste sur le cognitif, en fait, on perd toutes les informations que notre corps nous dit. Oui, 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 oui. Et, et se sentir mal à l'aise, c'est Ouais, normal en fait. ouais, ouais. C'est pas confortable d'être dans une Non, situation d'incertitude, de pas non, savoir exactement où on non. va. Et voilà, donc c'est un peu ma tentative de ramener ça et d'éviter le renforcement de l'évitement ou d'éviter l'engourdissement aussi. Mhm. Mhm, mhm. Et Ouais. tu disais que tu travailles avec des soignants qui ont des risques de burn-out, et je pense Mhm. qu'il y a un lien avec ça aussi, Ouais, complètement. C'est ouais, très de pas non plus phénoménologique tout s'engourdir. ça, Mm. ce rapport au corps, où finalement on sait par Husserl, et Merleau-Ponty après, dans sa phénoménologie de la perception, que c'est c'est exactement ce que tu dis quand on est perdu en clinique. On va peut-être de manière très instinctive, c'est nos mécanismes de défense, de soignants particulièrement. Ouais. Et parce que dans les études, on nous a aussi forgé dans la maîtrise d'une connaissance, qu'on va peut-être accélérer et chercher très 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 vite des solutions pour un peu masquer notre incertitude. Ouais. Comme tu dis, se reconnecter à nos valeurs, hein, et tu me disais aussi en aparté, au fond, de savoir pourquoi on a embrassé ce métier, quoi. Finalement, qu'est-ce qui fait que je suis devenue soignante? Mm. Et donc, finalement, c'est rassurant d'aller rechercher ça. Mais pourquoi je fais du soin, en fait? Voilà, les connaissances, c'est une chose, mais en fait, c'est pas pour avoir des connaissances que j'ai fait ça, il y a autre chose. Et donc, il n'y a pas il y a pas de séparation à faire entre les connaissances et l'incertitude. Et le fait que c'est très mouvant. Dans l'inactivisme, ils parlent, les trois auteurs là, de The Embodied Body, Mind. je ne sais plus quoi. The Il Embodied parle Mind. de sable mouvant, on est un peu sur des sables mouvants, quoi. Mais qu'il Ouais, y a un cadre, néanmoins. ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais, mais effectivement, on sera confronté d'office à partir du moment où on s'intéresse au vivant, Mm. à quelque chose de fluctuant. Ouais. Donc, on n'est pas dans la recherche d'une maîtrise. On est Mm. tout sauf. On doit être dans tout sauf dans la recherche d'une maîtrise. Et le patient peut-être recherche ça, parce que lui aussi, il est Mm, dans cette mm. représentation collective que le Bien sûr, médecin, ouais. avec sa blouse blanche, va le rassurer.
parce qu'il sait, il détient la solution. Bon, voilà, tout ça c'est très inconscient. Ça Ouais, s'inscrit dans le champ collectif voilà, ouais, ça remonte, comme on disait tout à l'heure, à Pascal, à Descartes, et voilà, ouais, bien sûr. on Donc, en est là. les propositions jusqu'à présent, donc on a parlé du compagnonnage, on a parlé de de ce travail, cette découverte psycho-émotionnelle, corporelle de l'étudiant par un travail de réflexivité. Ouais, Euh, il y avait d'autres. et il y en avait d'autres aussi, hein. Ouais. Donc il parlait de créer une dynamique de feedback permanent et il citait des initiatives qui sont déjà faites dans des facultés en France. Euh, Il y a Chloé Bramy, une des autrices qui est médecin hospitalière oncologue. Elle a créé MU Médecine, qui est un organisme de formation pour les soignants avec une approche intégrative du soin. Et elle, en fait, dans sa thèse de médecine, elle l'a faite sur l'implémentation de la méditation pleine conscience chez les étudiants en santé. Et cette thèse a permis que soit implémenté ce type de médiation chez les étudiants. Donc ça perdure et c'est plutôt encourageant. On a un autre auteur de l'article, François Tadei, qui a créé le Learning Institute, qui était anciennement le centre de recherche interdisciplinaire. Dans cet institut, en fait, il encourage les étudiants, chercheurs aussi, de disciplines différentes, à travailler ensemble autour de projets communs, en prenant compte de l'approche de l'autre et en l'intégrant dans un langage compréhensible par tous pour développer une vision globale des sujets autour de la santé et surtout en regard des progrès de l'intelligence artificielle qui peut avoir Mm, ses avantages, mais à laquelle il préfère miser sur ce que les robots n'ont pas, à savoir mm, la compassion, la créativité, les collaborations humaines pour le coup, ou encore les défis collectifs. Et les auteurs poursuivent en nous partageant que certaines universités comme Paris 13 s'inscrivent dans ces démarches-là. Paris 13 propose un cursus en médecine de la personne avec un lien en philo et en art, l'association artésienne, ou alors en cinéma avec le cinéma Barberousse. On a Paris Descartes ou Cergy qui ont instauré un cursus de médecine narrative pour aider les étudiants à la fois à écouter vraiment le mm, récit des patients, mais aussi, et ça je trouve ça intéressant, à exprimer leur propre vécu subjectif en tant que futur soignant. mm. Et tu m'as dit qu'il y a une de tes collègues qui a fait la formation, je crois, Camille? Oui, c'est ça. J'ai Claire Jacobs, qui est donc la lead physiothérapeute de mon départ, de mon service, donc en gros ma boss, quoi. Ok. Euh, Chouette. qui a suivi le cursus de l'Université de Columbia Ok. d'introduction à la médecine narrative Ouais. et qui va partager pas mal ça avec nous. Et c'est vrai que c'est, voilà, on l'a utilisé avec des patients, on l'a utilisé pour nous-mêmes, avec des prompts, donc avec voilà, des départs Mhm. d'aller explorer de l'écriture Ouais. créative Ouais. en lien avec notre rôle de soignant ou C'est avec les ça. patients, ce qui peut les aider à formuler leur, leur relation à la douleur, par Mhm. exemple, leur relation au corps. Enfin, il y a vraiment des choses Ouais, qui sont ouais, chouettes à ouais. faire. Et alors, ça rentre pas dans le cadre de la médecine narrative en soi, mais ça fait partie d'une dynamique qu'on a en ce moment dans mon service, qui est d'essayer d'intégrer plus les humanités Mhm. dans le modèle qu'on Ouais. utilise, qui est donc le modèle ACT, Ouais. mais aussi en fait de plus en plus on essaye de faire des collaborations avec des artistes Mhm. et nous-mêmes de faciliter des séances un peu de d'art plastique, on va dire, Mhm. parce que c'est d'autres moyens de s'exprimer et d'autres Mhm. moyens pour le patient de dérouler Ouais. son ressenti. C'est ça. Voilà, donc en ce moment, de temps en temps, on a des danseurs qui viennent aussi, Ah oui, et, intéressant. et des photographes, Ouais. et des musiciens. Enfin, ça a été Mhm. vraiment, pour l'instant, c'est très... On tinker, pour revenir à ce mot Mhm. anglais. Mhm. Mhm. On tâtonne, on essaye des Ouais. choses. Ouais. Mais pour le moment, ça a été reçu de manière assez positive par les patients qui ont eu accès à ces séances-là. Donc, Ouais. je pense que l'intégration de l'art et des humanités en général a vraiment sa place dans dans le soin. Ouais.
Je Mais pense que peut-être c'est... Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? j'allais t'inviter à nous en dire un peu plus sur la médecine narrative, mais tu... Oui, oui, ouais, dans ce que tu dis en t'écoutant, en tout cas, je trouve que le point commun entre les médiations artistiques, l'implémentation des humanités médicales, la littérature, etc., et la médecine narrative, c'est l'art de la métaphore. Mm, C'est de, peut-être en passant par ce type de médiation, aider la personne à faire un pas de côté par rapport à l'abord de sa pathologie, ne plus se sentir comme uniquement malade, mais de pouvoir utiliser ces médiations-là pour faire appel à son imaginaire et sa créativité et, comment dire, réinventer finalement, recréer sa vie avec un autre regard, de se dire, ben, j'admets la douleur, mais je peux peut-être, grâce à la pratique de ces disciplines-là, je peux peut-être lui donner une coloration, ouais, une nuance, un autre éclairage, quoi. Et ça, ouais, je trouve ça intéressant. Et pour ce qui est de la médecine narrative, je trouve ça vraiment particulièrement intéressant dans le sens où elle induit une introspection, l'écriture, l'imaginaire, la pensée. C'est une discipline qui remonte au début des années 2000, qui a été conceptualisée par Rita Sharon, qui est médecin et qui avait aussi un diplôme en littérature. En fait, elle a toujours rêvé d'être écrivaine et en fait, elle s'est retrouvée en médecine, un peu forcée par son père, mais elle n'a jamais lâché son amour pour la littérature et donc enfin, finalement, elle a produit cette discipline qui est la médecine narrative début 2000 au sein de l'université de Columbia, comme tu disais, là où ta collègue a fait la formation. Elle a publié en 2006 son ouvrage Rendre hommage aux histoires des maladies. Et donc, ça s'appelle Narrative Medicine Honoring the Story of Illness. Euh, et donc, elle a dit que quand elle a commencé à pratiquer la médecine, il lui a fallu un certain temps pour prendre conscience qu'en fait, les patients la payaient pour écouter leur histoire. Et que c'était ça pour elle l'essentiel de la prise en charge. Bon, elle le dit avec un peu d'humour, évidemment, hein, pour faire court, hein. C'était l'essentiel de la prise en charge d'une personne malade, c'est de comprendre en substance ce qu'elle vous dit. Et malheureusement, enfin, bah, voilà, c'est une espèce de fatalité. On nous apprend à aller vite en besogne et finalement, on bypass probablement toute cette mm, connaissance que nous apporte cette expertise du patient. Et on voit que se développent maintenant des universités patients experts. On se rend bien compte que, ben, il nous manque cette part-là mm, et de ralentissement justement. Et en France, il y a en 2021 un diplôme en médecine narrative qui a été mis en place par l'Université de Bordeaux et avec une approche méta-réflexive, interdisciplinaire pour bah, saisir tous les enjeux, pour allier le savoir, le savoir-faire et le savoir expérientiel. Je mm. viens de m'inscrire, donc ça démarre en janvier. Allez, Voilà. super. Ben, écoute, j'ai hâte de d'entendre ton retour sur cette expérience. Voilà, je crois qu'une autre kiné française qui a fait ce cursus est Sophie Taillefer, qui vient de terminer Mm, son DU. Donc, mm. de tout mon corps, je la félicite d'être arrivée au bout de ça. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de soignants qui s'intéressent à ces Mhm. outils-là et qui vont aussi bah, être un peu pionniers dans le sens où, voilà, comment est-ce qu'on amène ça dans le contexte de la kinésithérapie. Voilà, donc vraiment des choses à suivre pour voir ce qui en sort. Ouais, Donc je voulais te complètement. demander si c'était en effet un projet. Je ne savais pas que tu étais, que oui, ça l'était. Oui. Voilà, je confirme, j'ai pris la décision, ouais, complètement. Ouais. Bah, étant Génial. fortement amoureuse aussi de littérature, je pense que c'est assez logiquement que finalement, ouais, oui, je me suis inscrite à quelque chose qui me correspondra, je pense. J'espère en tout cas. Ouais. Super. Est-ce qu'il y avait
d'autres propositions de comment enseigner la complexité dans les études médicales qui sont Non, je faites pense qu'on par a les fait le auteurs? On a fait le tour tour. des propositions et on arrive doucement à la conclusion des auteurs. Enfin, c'était déjà un beau voyage dans la complexité. Est-ce que, qu'est-ce- ouais, je te laisse nous parler un peu de la conclusion du coup de ce papier et peut-être Ouais, ce que tu en tires toi aussi ouais, pour toi. c'est ça. Mais, donc là, les auteurs terminent en tout cas leur revue en exprimant que les facultés, les lieux de stage, les structures en charge aussi de l'organisation de la santé, même d'un point de vue mondial en fait, hein, sont encouragés à intégrer cette fameuse notion de complexité à l'échelle individuelle, à l'échelle systémique, pour permettre à l'étudiant dans sa réflexion de passer de l'atome à la personne, mais aussi de la personne à l'atome, Mm, de l'individu à la société et de la société à la personne. Tout cela en s'appuyant sur un écosystème de personnes et d'outils adaptés. Ils poursuivent en disant que le cadre universitaire doit pour cela inscrire l'étudiant dans un temps long et sécurisant, le fameux temps long dont parle beaucoup Cynthia Fleury, t'as fleuri, oui. dans une cohérence et une confiance réciproque afin de contribuer à qualifier l'enseignement médical comme un art, encore une fois, en faisant appel à des notions de représentation, comme en art où on fait des représentations qui sont construites à partir de réflexions pour favoriser une pensée active et le développement de son identité professionnelle. Et c'est un point très important, c'est une identité en maturation finalement. Mm, Tout en étant encouragé à s'impliquer en dehors des enseignements médicaux, c'est-à-dire en s'impliquant dans des projets collaboratifs, socioculturels, de pouvoir se nourrir aussi de ça pour les implémenter à la manière dont en maturation on va devenir un médecin ouvert sur autre chose. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Oui, je pense que c'était un peu le pari et le résumé qu'ils faisaient en conclusion. Et donc, moi, je rajouterais que tout comme pour les sports de haut niveau ou la danse professionnelle, je trouve qu'il y a un lien avec la santé. C'est que tous les trois, en fait, on fait le pari de la performance et de l'optimisation. Mais on voit que ça, c'est limite dans le temps. Donc moi, j'ai arrêté la danse à 37 ans. Les sportifs, c'est la même chose. Et en santé, on se rend bien compte que c'est en train un peu de s'effondrer, ce système de performance et mm, d'optimisation, qu'on en est un peu essoufflé, quoi. Et il n'y a mm. pas longtemps, justement, j'ai écouté une émission où était invité le biologiste Olivier Hamon, qui s'intéresse beaucoup à ces questions de performance et d'optimisation et à leur travers, et auxquels il oppose plutôt des modes de consommation et de fonctionnement axés et basés sur plutôt la robustesse dans le vivant. Et la faculté de vivant à justement faire adopter en tout cas des stratégies plutôt à l'économie pour Mm. pouvoir durer dans le temps et composer justement avec les fluctuations propres à tous les systèmes vivants. Mais bon, après, effectivement, ça nécessite un désir hein, Bien sûr, enfin, oui. commun et une collaboration qui soit basée sur la curiosité. Et justement, la curiosité, et je conclurai là-dessus, ça vient de cura en latin, qui veut dire la cure. Donc, on en vient aux soins. Donc, le curieux, c'est celui qui prend soin, finalement. Et donc, soigner, c'est aussi développer sa curiosité. Superbe. Vraiment superbe, Frédéric. Merci beaucoup pour toute cette discussion et qui nous laisse même sur une invitation à méditer cette idée de ralentir, d'être plus à l'économie, d'être plus sustainable, voilà, qui va durer Plus, et, ouais, plus vraiment. recyclable ouais, moins énergivore. Et donc cette invitation à prendre soin de soi aussi en tant que soignant. Oui, oui. Et je pense qu'on n'a pas sous-estimé la difficulté de faire ça. Et Non, pourtant, non. ouais, Oui, parce que c'est à l'échelle systémique qu'il va falloir repenser ouais, tout ça, bien en sûr. effet. Il y a l'enseignement, mais il y a Et aussi les structures de soins, les grandes institutions très bien sûr, managériales, tayloristes, très axées sur les chiffres, ouais. voilà, qui peuvent
empêcher, Hum. évidemment, de ralentir et de s'accorder. Et comme toujours dans ces questions qui amènent les problématiques systémiques, il y a un risque de paralysie, mais ouais, je Hmm. pense que tu as bien amené ces idées de prendre, de faire des premiers pas Mhm. à une échelle individuelle. Absolument. Donc, Ouais, superbe. ouais. Mais ça bouge, voilà, j'ai cité les facultés françaises, mais en Belgique aussi, il y a un bachelier inédit qui vient d'ouvrir en Belgique, qui un peu une hydre à trois têtes, où c'est un bachelier en biologie, anthropologie et philosophie. Mm, C'est super. assez fou. Et on a également un master, là, une spécialisation en anthropologie de la santé qui vient de démarrer, voilà, qui va proposer des conférences et des séminaires. Donc, bon, c'est en train de bouger. L'implémentation des humanités est Ouais, en plein essor. Ça répond à un besoin. ça répond à un besoin et ça sort pas de nulle part. Et donc, il y a cette invitation à nous, nos formations, comment est-ce qu'on les choisit, qu'est-ce qu'on choisit de faire. Et Ouais. aussi, comment est-ce qu'on transmet, qui était vraiment là le sujet de ce papier, comment est-ce qu'on transmet ça. Et, et voilà, c'est tout un projet en construction, mais comme tu le disais, c'est quelque chose qui se construit. Et voilà, ça m'évoque cette idée de on becoming, cette idée en devenir. Ça évolue, c'est dynamique, c'est vivant. Pour terminer, j'aime bien demander à mes invités une recommandation qui n'est pas forcément directement dans le domaine de la kiné. Et voilà. Et je vois que tu me présentes déjà ce livre Alors oui, qui a l'air magnifique. ouais. Alors, c'était difficile de faire une recommandation. C'était un vrai défi pour moi, qui suis justement extrêmement curieuse. Bah, il se trouve il y a pas longtemps, et c'est vraiment pas un hasard, je suis tombée sur ce livre, magnifique, magnifique objet qui fait justement un résumé entre un objet artistique, créatif, basé sur la connaissance et l'épreuve, mais pas que. Ça s'appelle Encyclopedia of the Uncertain, A Meditation of Doubt. Donc c'est l'encyclopédie de l'incertitude, une méditation sur le doute. Donc c'est un objet, une création de Anna Punchel, qui était étudiante en art à Gand et qui a fait son master sur, enfin voilà, c'est son objet de sortie d'études. Et en fait, je prends mes notes là parce que du coup, je voudrais pas trahir la personne qu'elle est. Tic, 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 tic. En fait, elle est fascinée par la conscience et l'ignorance, Anna Punchel, depuis toujours. Et elle a rassemblé des définitions de mots dans cet ouvrage à partir d'un large éventail de sources, des sources anciennes ou modernes. Et certaines sont objectivement vraies et d'autres beaucoup plus douteuses. Et par ça, elle veut nous montrer que nous avons toujours, toujours, toujours aspiré à la vérité et qu'aujourd'hui, ben, on a accès à la connaissance plus facilement et rapidement que jamais. Mais pour autant, le nombre de versions alternatives pour une même vérité est énorme. Ce qui fait qu'elle elle termine en disant, mais quand est-ce qu'on sait quelque chose? À quel moment peut-on être sûr que ce que l'on sait est vrai? Je trouve que ça concluait bien tout ce par quoi on est passé, toi et moi. Et Mm. en plus, vraiment, moi, je vous recommande ce bouquin. J'espère qu'il est encore... c'est super beau, quoi. C'est des vieilles gravures. Et puis, il y a des extraits de son journal intime. Et donc, elle corrèle des éléments historiques à sa pensée en arborescence et fluctuante. Et voilà. Super. Bah, c'est le genre de truc qui m'intrigue et ça me. Voilà, des livres qui ne sont pas forcément linéaires et moins dans la norme stricte, Oui, une introduction, un corps de texte et une conclusion et vraiment des petits morceaux qui c'est s'assemblent. comme tu disais, Superbe. ouais, le livre d'Anne-Marie Moll, on ouvre et on revient en arrière. Donc, Ouais, effectivement, c'est une autre manière de lire aussi. merci. Frédéric, merci beaucoup pour tout ça. C'était extrêmement riche et je suis vraiment très, très heureuse qu'on puisse avoir ce genre de discussion bah, déjà ensemble parce que ça me nourrit moi, mais en plus de pouvoir les partager Mm. avec une audience voilà, beaucoup plus large de Mhm. kinésithérapeutes et autres peut-être. Oui. Et voilà, j'espère que ça aura plu. Mais Ben, merci beaucoup. pareil, merci à toi. Et oui, c'est beaucoup de gratitude pour des moments comme ceux qu'on vient de passer. Et puis en espérant que l'audience sera plus large que simplement
le public de soignants. Et je trouve ça précieux de pouvoir proposer ce type d'écoute. En tout cas, je te remercie et je remercie Guillaume Merci. Bah, également. merci beaucoup. Prends soin de toi et à bientôt. À bientôt.